des couches minces de dioxyde de titane, TO2, dopées au nord par voie hydrothermale. Le jury vous accorde à peu près 20-25 minutes pour présenter l'essentiel de vos travaux. À vous la parole. Merci. Bonjour. Merci Madame la Présidente. Merci au jury d'avoir accepté de juger mon travail intitulé Élaboration et caractérisation des couches de dioxyde de titane dopées et non dopées par voie hydrothermale. Ce travail a été élaboré au sein du laboratoire de nanomatériaux et des systèmes pour des énergies renouvelables, Centre de recherche et des technologies et de l'énergie, Technopole de Rochefort. Je commence par le plan de travail. Tout d'abord, je commence par une introduction sous forme d'une présentation du dioxyde de titane. Ensuite, je vous parle d'études expérimentales, d'élaboration et caractérisation des couches de dioxyde de titane dopées et non dopées élaborées par voie hydrothermale. Puis, je vous discute les résultats obtenus et je termine par une conclusion et perspective. Alors, le dioxyde de titane a été découvert en 1781 par William Guégan à partir de l'hémélie. Après avoir étudié ses propriétés, il a utilisé dans beaucoup de domaines tels que les systèmes photocatalytiques, les panneaux photovoltaïques, les détecteurs de gaz. Aussi, il a utilisé dans les crèmes solaires et il a utilisé comme un absorbant UV. Tout ça, c'est grâce aux propriétés électroniques, structurales et optiques que je vais détailler maintenant. Je commence par les propriétés structurales. Alors, le dioxyde de titane se trouve sur trois phases, la phase anatase, la phase rutile et la phase bronchique. Chaque phase possède une structure cristallographique. Les deux phases, anatase et rutile, possèdent la structure tétragonale et la phase bronchique possède la structure orthorhombique. Les deux phases utilisées dans les recherches sont la phase anatase et la phase rutile. La formation d'une phase qu'une autre dépend de la méthode de synthèse, ainsi la température de recueil. Le passage de la phase anatase vers la phase rutile se fait à une température supérieure à 700 degrés Celsius. Aussi, la phase rutile est la phase la plus stable, thermodynamiquement. Je passe aux propriétés électroniques. Alors, le dioxyde de titane est un semi-conducteur de type N. Il possède une large bande interdite supérieure à 3 électronvolts. Quand vous voyez ici, la phase anatase possède 3,2 électronvolts, la large bande. Pour la phase rutile, 3,02. La bande de valence constituée par les orbites de l'oxygène. Ainsi, la bande de conduction est constituée par les orbites de le titane. Suite à une excitation d'une énergie supérieure à ω, une transition se fait par le passage d'un électron de la bande de valence vers la bande de conduction. Cette transition est une transition indirecte. Concernant les propriétés optiques, le TO2 possède un indice de réfraction très élevé, un indice de réfraction élevé. Ce tableau présente l'indice de réfraction pour chaque phase. Vous pouvez remarquer ici que la phase rutile possède l'indice le plus élevé. Aussi, si on remarque cette figure qui présente l'absorption de dioxyde de titane en fonction de la longueur d'onde, on remarque qu'il y a deux domaines, le domaine visible et l'UV. On observe que dans le domaine visible, l'absorption est très faible, presque nulle, alors qu'elle est très importante dans le domaine UV. Puisqu'il possède une large bande interdite, le dioxyde de titane il est utilisé comme un absorbeur UV et il est insensible dans de la lumière visible. Alors, si on regarde notre spectre solaire, cette figure présente le flux énergétique en fonction de la longueur d'onde. On observe que le flux énergétique est très faible dans le domaine UV et le domaine infrarouge, alors qu'il est très important dans le domaine visible. Notre matériau absorbe que dans ce domaine. Et notre objectif de travail, c'est d'augmenter l'absorption dans le domaine visible. Il existe beaucoup de moyens proposés par des chercheurs et dans notre travail, on a utilisé le dopage. Pourquoi? Le dopage pourrait de décaler le seuil d'absorption de la région UV vers la région visible en introduisant des impuretés et des défauts dans la structure électronique. Ces impuretés construisent des niveaux supplémentaires dans la bande interdite, d'où ces niveaux piègent les électrons dans la bande de conduction.
dans une diminution de la recombinaison et amélioration de l'activité photoélectrochimique. Je passe maintenant à l'étude expérimentale d'élaboration des couches de dioxyde de titane par voie hydrothermale. Tout d'abord, le diode a été synthétisé par différentes méthodes, telles que la méthode Sol-Gel, la chemical vapor deposition, déposition chimique en vapeur, l'électrodéposition et oxydation directe du titane et la voie hydrothermale qu'on a utilisée dans notre travail. Alors, cette méthode consiste à mettre en jeu des réactions chimiques d'un précurseur de titane dans une solution aqueuse à température moyenne dans un réacteur sous pression. Cette méthode est influencée par différents paramètres, tels que les paramètres thermodynamiques, la température et la pression, les paramètres physico-chimiques, le pH du milieu qu'on a travaillé et la nature du solvant, et paramètres cinétiques, c'est le temps de la réaction. Voilà le réacteur utilisé, c'est les autoclaves. Voilà une image d'un autoclave. Ce sont des cylindres en acier qui résistent à des températures et des pressions élevées pendant une longue période. Voilà les pièces de l'autoclave, une chemise en téflon où on va mettre la solution de précurseur et des substrats. Voilà la bombe en acier, le converteur en acier pour fermer l'autoclave et le converteur en téflon pour fermer la chemise en téflon. Je passe maintenant à la synthèse des couches de TiO2. La synthèse passe par les trois étapes suivantes. La première étape, c'est l'étape de préparation de la solution de croissance. On mélange l'eau et le HCl, l'acide chlorhydrique et le précurseur du titane, l'isopropoxyde de titane, sous agitation pendant 1h30. La deuxième étape, c'est le nettoyage du substrat. Cette étape est très importante car la qualité de dépôt dépend de la propreté de la surface et des états de la surface des substrats. Donc, le nettoyage du substrat passe par les trois étapes, fait dans un bain ultrason, passe par les trois étapes. Tout d'abord, le nettoyage par l'acétone, le nettoyage par l'isopropanol et le nettoyage par l'eau distillée. Chaque étape prend 15 minutes. Puis, une fois les deux premières étapes ont été réalisées, on passe à la dernière étape, c'est la croissance des couches de dioxyde de titane. Donc, on met la solution de précurseur préparée dans la chemise en téflon et on immerge les substrats nettoyés dans la solution, puis on met l'autoclave dans une étuve pendant 5 heures à 180 degrés Celsius. Puis on fait sortir les échantillons de l'autoclave, on les rince avec l'eau distillée, on fait le séchage à 100 degrés Celsius pendant 15 minutes et on fait le recuit pendant 1 heure à 400 degrés Celsius. Donc, pour étudier les propriétés structurales et morphologiques et les propriétés photoélectrochimiques, on a utilisé les techniques de caractérisation suivantes. La caractérisation morphologique, on a utilisé une microscopie électronique à balayage. La caractérisation structurale, on a utilisé la diffraction des rayons X. Et comme application, on a choisi la cellule photoélectrochimique. Passons maintenant à la partie de résultats des discussions. Alors, je commence par l'étude morphologique. Alors, la caractérisation morphologique a été faite par la microscopie électronique à balayage. Nous avons obtenu ces deux images, mais des couches de dioxyde de titane non dopées obtenues par voie hydrothermale sur le substrat FTO pour différentes échelles. Ça, c'est 200 nanomètres et cette figure pour 100 nanomètres. Ce qui montre ces deux images qu'il y a une obtention des nanotiges de surface, des nanotiges uniformes de surface rectangulaire et lisse. Malheureusement, on n'a pas pu réaliser la caractérisation des couches dopées à cause du manque de matériel, mais on a réussi pour la première fois d'élaborer des nanotiges dans notre laboratoire. Alors, la diffraction des rayons X, c'est une caractérisation pour étudier les structures pour étudier tout changement de structure lors du dopage de dioxyde de titane. Alors, cette figure présente les diagrammes
des couches de dioxyde de titane non dopées et dopées avec des éléments de transition. Alors, on observe que tous les diagrammes présents des raies correspondent à la phase Ruki d'indexation 1, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 0, 1 et 1, 1, 2. Ces raies sont en bon accord avec la fiche de diffraction des rayons X. Aussi, il existe des pics correspondant au substrat FTU. Alors, d'après la bibliographie, la phase Ruki possède un pic caractéristique, c'est le 1, 0, 0, c'est le pic le plus intense. Mais dans notre travail, on a trouvé deux pics plus intenses même que les autres, et ces deux pics même ont presque la même intensité. Ces deux pics sont 1, 0, 0 et 0, 0, 2. Ceci indique que la croissance des nanotiges de dioxyde de titane a été faite suivant la direction 0, 0, 1, c'est-à-dire suivant l'axe C. Cette direction parallèle à la normale à la surface du substrat de FTU. Suite à le dopage, lorsqu'on a fait le dopage, voilà les diagrammes, des fractogrammes du dopage, il n'existe aucune raie des phases secondaires, c'est-à-dire des phases des impuretés. Ceci peut être dû soit à la faible quantité du dopage, soit à la substitution des ions Ti4+, par les ions des transitions. Alors, on fait agrandir ce pic, le pic 1, 0, 1. On va observer un décalage vers les faibles d'état et vers les grandes valeurs de d'état. Alors, pour le dioxyde de titane dopé par le fer, on observe un décalage vers les grandes valeurs de d'état. Ceci est dû à la diminution de la distance interréticulaire. Cette diminution est due à l'incorporation des ions Fe3+, qui ont des rayons ioniques plus petits que les Ti4+. Ces ions entraînent une déformation de la maille de la phase Ruki. Donc, puisque le rayon ionique de Fe3+ est plus petit que Ti4, la maille va diminuer. Pour les autres dopants, on observe un décalage vers les faibles θ. Ceci est dû à l'augmentation de la distance interréticulaire. Bien sûr, cette diminution est due à l'incorporation des ions de transition qui portent des rayons ioniques plus élevés que le Ti4+, d'où une déformation aussi de la maille. Elle va déformer la maille, donc plus grande que la maille précédente. Voilà la caractérisation des RX. Je passe maintenant à l'application. On a choisi une cellule photoélectrochimie pour étudier les propriétés photoélectrochimiques. On a utilisé deux méthodes de mesure. La LSB, c'est-à-dire en anglais c'est Linear Swift Voltammetry, en français c'est la voltammétrie à balayage linéaire, pour étudier la densité du courant en fonction du potentiel, et on a utilisé la mesure prolongampirométrique pour étudier la densité du photocourant en fonction du camp. On veut savoir si notre matériau est efficace, stable ou non. Donc, le montage utilisé, voilà le montage de photoélectrochimie. Voilà une cellule de quartz. Voilà un système de 3 électrodes, une électrode de travail dont on va mettre notre échantillon élaboré. Voilà l'électrode de référence. Voilà le contre-électrode, c'est un fil de platine. On met dans cette solution une solution électrolytique de KOH une fois molaire et de pH égal à 12,3. Le système à 3 électrodes est relié à un potentiostat qui, à son tour, relié à un système d'exploitation pour nous donner les résultats. Et une lampe xéno pour éliminer notre échantillon. Alors, je commence par l'LSB, Linear Swift Voltammetry. Cette mesure a été faite dans deux cas, à l'obscurité et sous illumination. On commence par l'obscurité. Voilà les résultats obtenus sur cette figure. Voilà la densité de courant en fonction du potentiel. C'est la voltammétrie à balayage linéaire de tuyaux de non dopé et dopé par différents types de transition dans l'obscurité. Alors, nous observons qu'il y a que toutes les électrodes possèdent un courant de réduction. Ce courant est dû à une polarisation
une polarisation négative a été appliquée, donc le niveau de Fermi de semi-conducteur va augmenter, donc la barrière de potentiel va se réduire, donc il y a un transfert de charge de la bande de conduction du semi-conducteur vers la solution électrolytique. Si on augmente la polarisation, c'est-à-dire on augmente la polarisation négative, le niveau de Fermi va augmenter jusqu'à dépasser la bande de conduction, d'où la barrière de potentiel, la courbure de la bande de conduction tend vers le bas, donc le transfert de charge va augmenter. Maintenant, si on applique une potentiel positive, on observe que le niveau de Fermi va descendre dans le diagramme énergétique, d'où la barrière de potentiel va augmenter, donc le transfert de charge de la solution électrolytique vers le semi-conducteur est difficile. Donc il n'y a pas ni transfert de charge, c'est-à-dire il n'y a pas ni oxydation ni réduction. Donc il n'y a pas de courant. Dans cette partie, la réaction est une réaction de réduction. Je passe maintenant à l'illumination. On va éliminer notre échantillon par la lampe xénon. Les résultats obtenus sont représentés sur cette figure. Aussi, cette figure présente la densité du courant en fonction du potentiel. C'est la voltammétrie à balayage sous des couches de TO2 non dopées et dopées, pour les différents plutôt, sous illumination. On observe qu'il y a un saut de courant par rapport à l'obscurité. Ceci, on peut conclure que l'illumination est le mécanisme initiateur de la photoélectrochimie. Aussi, la question qu'on peut poser ici, c'est quoi le courant d'oxydation? D'où vient ce courant d'oxydation? Alors, suite à une excitation par une énergie supérieure au gaz, il y a l'apparition d'une paire électron-trou. Donc, dans notre travail, les électrodes de travail, c'est-à-dire qu'on va mettre dans notre échantillon, sont illuminés anodiquement. Donc, un champ électrique draine les électrons situés à la surface, à la zone de charge de l'espace, à l'intérieur du semi-conducteur, puis à la circuit extérieur, bien sûr en laissant des trous. Ces trous vont réagir avec le groupement OH- qui se situe à la solution électrolytique. On peut remarquer aussi qu'il y a un état stationnaire ici pour toutes les couches non dopées et les couches dopées. Cet état est dû à l'égalisation des vitesses, tout d'abord la vitesse de séparation des charges, électrons-trous, et la vitesse de la réaction d'oxydation. On observe aussi pour des potentiels inférieurs au potentiel zéro, on observe pour les potentiels inférieurs au potentiel zéro, il y a un courant négatif. C'est identique à celui obtenu à l'obscurité. Donc, on peut conclure ici qu'on a, sous illumination, on a une réaction d'oxydation, simultanément une réaction d'oxydation et une réaction de réduction. Pour les couches dopées, on observe que pour les couches dopées, la densité de courant est plus élevée que les couches non dopées. Ceci dû aux impuretés introduites dans notre matériau qui améliore dans la structure du matériau. On passe maintenant mesure chrono-ampérométrique. Voilà les résultats obtenus sur cette figure qui présente la densité du photon en fonction du temps. On va étudier la stabilité de notre matériau et ses efficacités. Alors, on observe que tous les électrodes, c'est-à-dire tous les échantillons élaborés, présentent le même comportement. On va éliminer notre échantillon et on va couper le courant chaque 20 secondes. Pour l'élimination, on observe un courant positif. Lorsqu'on coupe le courant, il y a une chute du courant instantanément vers 0. Bien sûr, pour le dopage, on a les dopants présentent une densité de photocourant plus élevée que les couches non dopées. Ceci, une deuxième fois, montre que les impuretés jouent un rôle très important d'améliorer notre propriété
des propriétés de notre matériau. Je termine par une conclusion et perspective. Alors, l'objectif de ce travail était d'élaborer et caractériser des couches de dioxyde de titane dopées et non dopées par voie hydrothermale. L'analyse structurale des risques montre la substitution de TI4+ par